Charles de Gaulle, un nom qui résonne comme la France elle-même. Pour certains, il est le sauveur, l'homme providentiel, qui a relevé une nation de ses cendres par 2 fois. Pour d'autres, une figure autoritaire, un monarque républicain qui a façonné les institutions à sa mesure. Dès où nous regardez-vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Cela nous fait toujours très plaisir. Et pour nous soutenir gratuitement, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Derrière l'icône du 18 juin, derrière le fondateur de la Ve République, se cache un homme pétri de certitudes et de doutes, un stratège militaire aux théories avant-gardistes ignorées, un politicien redoutable dont l'ambition n'avait d'égal que sa vision de la France. Ce documentaire propose de sonder l'épaisseur du mythe gaulien, de comprendre l'homme dans sa complexité, loin des images d'Épinal et des caricatures. De sa formation intellectuelle à son dernier souffle, nous allons retracer le parcours de celui qui, par la force de sa volonté, a infléchi le cours de l'histoire. Charles-André Joseph-Marie de Gaulle naît à Lille le 22 novembre 1890, dans un monde qui n'a pas encore basculé dans le chaos du XXe siècle. Il est le 3e enfant d'une famille de la bourgeoisie catholique, où la foi et le patriotisme forment le socle de l'existence. Son père, Henri de Gaulle, est un homme de lettres, professeur de philosophie et d'histoire dans un prestigieux collège jésuite, qui insuffle à ses enfants un amour profond pour la culture française et un sens aigu du devoir. La légende familiale, entretenue avec soin, fait remonter les origines de la lignée à une noblesse de épée ancienne, une ascendance qui, réelle ou embellie, ancre dans l'esprit du jeune Charles la conviction d'appartenir à une lignée destinée à servir. Dès son plus jeune âge, il se plonge dans les grands textes de Histoire de France, se rêvant en héros sauvant le royaume, fasciné par les figures de Jeanne de Arc ou du connétable de Du Guesclin. Cette imprégnation précoce dès un roman national, où la France est une entité quasi mystique, éternelle, traversant les épreuves pour toujours se relever, forgera sa vision du monde et sa propre perception de son destin. L'éducation qu'il reçoit est stricte, exigeante, marquée par une discipline intellectuelle et morale de fer. Idée de grandeur, non pas comme une vanité personnelle, mais comme une exigence envers soi-même et envers la nation, devient le fil conducteur de sa pensée. Il développe une personnalité singulière, à la fois solitaire et dominateur. Un caractère qui le met souvent à part de ses camarades, mais qui témoigne déjà d'une confiance en soi hors du commun. Pour lui, la voie est tracée. Ce sera l'armée. Non par goût pour la guerre, mais parce que institution militaire, lui apparaît comme le dernier réceptacle de ordre, de la discipline et du service désintéressé de l'État dans une 3e République qu'il juge déjà instable et minée par les jeux de parti. Son entrée à École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1909 confirme cette vocation. Il y distingue non seulement par sa taille impressionnante qui lui vaut le surnom de la Grande Asperge, mais surtout par son intelligence et sa force de caractère. Il choisit de servir dans l'infanterie, au sein du 33e régiment d'Arras, commandé par un colonel dont le nom marquera son parcours à jamais, Philippe Pétain. Ce dernier remarque très vite cet officier atypique, brillant, et le prend sous son aile. Une relation complexe, mêlée d'admiration et de futures rivalités, se noue entre les 2 hommes. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le jeune lieutenant de Gaulle est projeté dans la violence inouïe des tranchées. Il y fait preuve d'un courage exemplaire, est blessé à 3 reprises et cité plusieurs fois. Est un chef qui mène ses hommes au feu, un officier qui paie de sa personne.
En mars 1916, lors de la sanglante bataille de Verdun, son régiment est décimé au cours de la défense du village de Douaumont. Laissé pour mort sur le champ de bataille, après avoir été frappé par une baïonnette, il est fait prisonnier par les Allemands. Pour cet homme pétri d'honneur et d'action, la captivité est une épreuve morale insupportable. Pendant 32 mois, il est interné dans plusieurs forteresses, notamment au fort d'Ingolstadt, en Bavière, une prison pour officiers récalcitrants. Loin de se résigner, il tente de s'évader à 5 reprises, sans succès. Cette période d'inaction forcée est cependant une période de maturation intellectuelle intense. Il apprend l'allemand, organise des conférences pour ses camarades sur l'état du conflit et analyse avec une lucidité féroce les erreurs stratégiques des commandements alliés et ennemis. C'est dans les geôles allemandes qu'il commence à forger sa doctrine militaire, critiquant la guerre d'usure et la tyrannie de la défensive. Il prend conscience que la bravoure seule ne suffit pas et que la pensée stratégique, l'audace et l'adaptation aux nouvelles technologies, comme le char et l'aviation, seront les clés des conflits futurs. La fin de la guerre le laisse avec une profonde frustration, celle de ne pas avoir pu participer à la victoire finale, les armes à la main. Cette blessure narcissique, cette sensation d'avoir été privé de son heure de gloire, nourrira paradoxalement une ambition encore plus grande, celle de préparer la France à la prochaine guerre, une guerre qu'il sent inévitable et qui, il en est convaincu, ne ressemblera en rien à la précédente. Au sortir de la Grande Guerre, le capitaine de Gaulle est un homme transformé, porteur d'une vision. Le conflit, a convaincu de l'archaïsme de la pensée militaire française. Figé dans le dogme de la défensive et du front continu, une doctrine sanctuarisée par la victoire mais, selon lui, déjà obsolète. Il entame une carrière d'officier d'état-major et de théoricien où son intelligence brillante et son caractère intransigeant vont à la fois le servir et lui créer de puissants ennemis. Affecté en Pologne au sein de la mission militaire française, il participe à la guerre contre la Russie bolchevique et observe sur le terrain, l'importance de la mobilité et de la surprise. Des leçons qui confortent ses intuitions. De retour en France, il intègre la prestigieuse école supérieure de guerre, où il se fait remarquer autant par la qualité de ses analyses que par son arrogance et sa certitude d'avoir raison contre tous. Il ferraille contre ses supérieurs, conteste les principes enseignés et commence à développer les thèses qui deviendront le cœur de sa pensée stratégique. Pour lui, l'avenir appartient aux unités motorisées et blindées, capables de percer les lignes ennemies et de porter le combat au cœur du dispositif adverse. Il prône la création un corps de bataille autonome, composé de divisions cuirassées, menées par des chefs audacieux et servis par des soldats de métier. Cette idée est une véritable hérésie pour l'état-major français, qui ne jure que par la mobilisation de masse, le rôle primordial de l'infanterie et la protection offerte par la ligne Maginot. Ce mur de béton censé rendre le territoire inviolable. Le maréchal Pétain, son ancien protecteur devenu la figure tutélaire de l'armée française, incarne ce conservatisme. Les relations entre les deux hommes se tendent. De Gaulle, qui travaille un temps pour le maréchal, voit ses propositions ignorées et ses écrits remaniés. Cette période est celle d'une grande frustration, mais aussi d'une intense production intellectuelle. Il publie plusieurs ouvrages où il expose ses théories, dont Le fil de l'épée en 1932, un essai sur le commandement et les qualités du chef. Il y dessine le portrait du leader idéal, un homme de caractère, capable de s'élever au-dessus de la mêlée, guidé par l'instinct et la volonté. Un portrait qui, rétrospectivement,
ressemble étrangement à celui qu'il aspire à devenir. 4 ans plus tard, il publie son livre majeur, Vers elle, armée de métier. Un plaidoyer argumenté et visionnaire pour la transformation de Elle, outil militaire français. Le livre est un échec cuisant dans son pays. Il est critiqué, moqué ou, pire, ignoré par la hiérarchie militaire et la classe politique, qui y voit la lubie D, un officier ambitieux, voire une menace pour le modèle républicain D, une armée de conscription. En revanche, ses écrits sont lus et étudiés avec la plus grande attention à l'étranger, notamment en Allemagne, où des officiers comme Heinz Guderian mettent en pratique des concepts très similaires pour développer la fameuse stratégie du Blitzkrieg, la guerre éclair. La tragédie de De Gaulle est celle d'un Cassandre. Il annonce la catastrophe à venir, mais sa voix se perd dans le désert. Isolé, marginalisé, il voit la France S enfoncée dans une forme D, aveuglement stratégique, se préparant à une guerre de retard pendant que son futur adversaire affûte les armes de la guerre de demain. Sur le plan politique, il se lie avec des personnalités non conformistes comme Paul Reynaud, un homme politique qui, contrairement à beaucoup d'autres, perçoit la pertinence de ses idées. C est une alliance de circonstances, celle de 2 hommes lucides sur les périls qui amoncellent. Mais leur influence reste limitée face à la passivité et à l'esprit de défaite qui gagne progressivement le pays. Elle, entre deux guerres, est pour De Gaulle une longue et amère période de prédication dans le vide. Chaque avancée technologique, chaque coup de force d'Hitler, chaque reculade des démocraties européennes le conforte dans ses analyses et accroît son sentiment d'urgence et d'impuissance. Il est alors qu'un simple colonel, un grade modeste pour un homme qui se sent dépositaire de la vérité stratégique. Cette expérience de la solitude et de l'incompréhension forgera définitivement son caractère, le convainquant que seule une volonté inflexible, quitte à bousculer l'ordre établi et à désobéir, peut sauver une nation de ses propres démons. Il apprend à ses dépens que, dans les grandes crises de l'histoire, avoir raison trop tôt est une faute que les institutions ne pardonnent pas. Le 10 mai 1940, l'Allemagne nazie lance son offensive à l'ouest. En quelques jours, la stratégie du Blitzkrieg, celle-là même que le colonel de Gaulle avait anticipée, pulvérise les certitudes de l'état-major français. Les divisions blindées allemandes, les panzers, perçant le front des Ardennes, jugées infranchissables, et déferlent sur la France, contournant la ligne Maginot et semant le chaos dans des armées françaises mal préparées, mal commandées et paralysées par une doctrine dépassée. C est effondrement, un désastre militaire D, une ampleur inédite. Dans cette débâcle, un homme fait pourtant exception. À la tête de la 4e division cuirassée, constituée à la hâte, Charles de Gaulle est un des seuls officiers français à oser prendre l'initiative et à contre-attaquer. À Montcornet, puis près d'Abbeville, il parvient à bousculer les lignes allemandes, remportant des succès tactiques locaux mais spectaculaires dans un océan de défaites. Ces actions, bien qu'incapables d'inverser le cours de la bataille, démontrent la validité de ses théories sur l'emploi des blindés et lui valent d'être promu général de brigade à titre temporaire. Sa réputation de chef énergique et audacieux parvient jusqu'à Paris, où le personnel politique, en plein désarroi, cherche désespérément un sursaut. Paul Reynaud, devenu président du Conseil, appelle au gouvernement le 6 juin en tant que sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. De Gaulle quitte alors le champ de bataille pour le cœur D, un pouvoir en pleine décomposition. Il découvre un gouvernement rongé par le défaitisme, où les partisans de l'armistice, regroupés autour du maréchal Pétain, gagnent chaque jour du terrain. Pour De Gaulle,
L'idée même de cesser le combat est une trahison. La France a peut-être perdu une bataille, mais LN n'a pas perdu la guerre. Il plaide avec acharnement pour la poursuite de la lutte, proposant un repli en Bretagne ou en Afrique du Nord pour continuer le combat avec l'empire colonial et la flotte, encore intacte. Il se démène, tente de convaincre, multiplie les voyages à Londres pour coordonner la suite des opérations avec l'allié britannique et son Premier ministre, Winston Churchill, qui voit en lui une lueur de résistance. C'est lors de ces rencontres que se noue une relation orageuse mais décisive entre les deux hommes d'État. Mais le temps joue contre lui. La situation militaire se dégrade. D'heure en heure, elle exode, jette des millions de civils sur les routes, et la panique gagne les esprits. Le 16 juin, Paul Reynaud, à bout de force et mis en minorité, démissionne. Le président de la République, Albert Lebrun, nomme à sa place le maréchal Pétain. Pour De Gaulle, le choix est scellé. Pétain va demander l'armistice. Rester en France, c'est accepter la défaite, la soumission, le déshonneur. Est assister, impuissant, à la fin de tout ce en quoi il croit. Le matin du 17 juin, alors que la voix chevrotante du maréchal annonce à la radio qu'il faut cesser le combat, De Gaulle prend la décision la plus importante de sa vie. Est un acte de rupture totale, un saut dans l'inconnu. Il décide de désobéir, de rompre avec la légalité pour incarner une autre légitimité, celle de la France qui refuse de mourir. Accompagné de son aide de camp, Geoffroy de Courcelles, il monte à bord d'un avion britannique à Bordeaux et envole pour Londres, laissant derrière lui sa carrière, sa famille, sa patrie. Il n'emporte rien, sinon sa conviction et une idée vertigineuse de la France. Arrivé à Londres, il n'est personne. Un général de brigade à titre temporaire, inconnu du grand public, sans troupes, sans argent, sans soutien officiel. Un rebelle. Il doit convaincre Churchill de lui donner accès à la radio, la BBC, pour lancer un appel aux Français. Le Premier ministre britannique, bien que méfiant envers cet homme orgueilleux et intransigeant, est impressionné par sa détermination. Il accepte. Le soir du 18 juin 1940, dans un studio de la BBC, Charles de Gaulle adresse à ses compatriotes. Dès une voix sobre mais chargée de gravité, il prononce des mots qui entreront dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cet appel, peu entendu sur le moment, est l'acte de naissance de la France libre. Est un pari insensé. En quelques phrases, De Gaulle se place en dehors de la loi du nouveau régime qui, installe à Vichy. Il sera condamné à mort par contumace, déchu de sa nationalité. Il est seul, mais il a posé le premier jalon une épopée qui le verra, contre toute attente, incarner la continuité de la France combattante et, à terme, la ramener dans le camp des vainqueurs. À Londres, à l'été 1940, Charles de Gaulle est un homme seul face à une tâche titanesque. Transformer un acte de foi, appel du 18 juin, en une force politique et militaire crédible. Il ne dispose de rien, si ce est du soutien précaire de Winston Churchill et d'une poignée de volontaires, civils et militaires, qui ont réussi à traverser la Manche pour répondre à son appel. Ses premiers alliés, souvent jeunes et issus de tous les horizons, forment le noyau de la France libre. L'enjeu est immense. Il doit prouver aux Alliés, et surtout aux Français, qu'il n'est pas seulement un général rebelle, mais le dépositaire de la légitimité nationale. Sa première bataille est diplomatique. Il doit ferrailler sans relâche avec ses hôtes britanniques, qui tout en utilisant comme un symbole, se méfient de son intransigeance et de sa haute idée de la France. Churchill, pragmatique, est souvent exaspéré par cet allié sans armée
qui se comporte comme s'il dirigeait un grand État. Leurs relations sont une succession de orages et de réconciliations, un mélange de respect mutuel et d'agacement profond. De Gaulle refuse d'être une simple marionnette aux mains des Britanniques. Il défend bec et ongle la souveraineté de sa France libre, même si celle-ci est largement virtuelle. Plus difficile encore est la relation avec le président américain, Franklin D. Roosevelt. Ce dernier n'a aucune sympathie pour De Gaulle, qu'il considère comme un apprenti dictateur, un mystique nationaliste potentiellement dangereux. Roosevelt et son administration préfèrent longtemps traiter avec le régime de Vichy, qu'ils considèrent comme le gouvernement légal de la France, et chercheront d'autres figures, comme l'amiral Darlan ou le général Giraud, pour diriger les forces françaises en Afrique du Nord. Cette méfiance américaine sera, elle, une des plus grandes épreuves de De Gaulle durant toute la guerre, le forçant à des manœuvres politiques complexes et à des coups d'éclat pour s'imposer comme le seul et unique chef de la France combattante. Parallèlement à ce combat diplomatique, il faut construire une force armée. Lentement, des unités se forment, les Forces françaises libres, FFL. Elles se battront sur tous les fronts, en Afrique, à Bir Hakeim, où la première brigade du général Koenig résiste héroïquement aux forces de El Aqsa, au Moyen-Orient et plus tard en Italie. Chaque victoire, même modeste, est exploitée par la propagande gaulliste pour renforcer la crédibilité de la France libre. Autre front essentiel est celui de intérieur. De Gaulle comprend très tôt que sa légitimité dépendra de sa capacité à unifier les mouvements de résistance qui commencent à s'organiser en France occupée. Est une tâche une extrême difficulté. Les réseaux de la résistance intérieure sont divers, souvent rivaux, et se méfient initialement de cet homme lointain qui prétend les diriger depuis Londres. Pour surmonter ces divisions, il envoie des émissaires, dont le plus célèbre reste Jean Moulin, ancien préfet, homme d'une intelligence et d'un courage exceptionnel. Moulin se voit confier la mission périlleuse de unifier les principaux mouvements de résistance sous l'autorité politique de De Gaulle. Après des mois de négociations secrètes et dangereuses, il parvient à créer le Conseil national de la résistance, CNR, en mai 1943, qui reconnaît De Gaulle comme le seul chef politique de la France combattante. Est une victoire politique capitale. Le général N est plus seulement le chef des Français de l'extérieur. Il est désormais adoubé par ceux qui se battent sur le sol national. La création du CNR et son programme, qui jette les bases de la refondation républicaine et sociale de la France dès après-guerre, ancre définitivement le gaullisme dans le camp de la démocratie et du progrès social, coupant l'herbe sous le pied des critiques qu'il accusait de aspiration dictatoriale. Le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942 est un moment critique. Les Américains, fidèles à leur ligne anti-gaulliste, installent au pouvoir amiral Darlan, un ancien ministre de Vichy, puis le général Giraud. De Gaulle est délibérément tenu à l'écart. Est une humiliation profonde, mais il manœuvre avec une habileté redoutable. Installant à Alger, qui devient la capitale de la France combattante, il parvient progressivement à évincer Giraud et à imposer à la tête du Comité français de libération nationale, CFLN, qui devient en juin 1944 le gouvernement provisoire de la République française, GPRF. Il a gagné son bras de fer contre Roosevelt. Il a transformé sa solitude de juin 40 en un pouvoir reconnu par toutes les factions de la résistance, et finalement, par des alliés qui ne peuvent plus, ignorer. Il est plus un simple chef de partisans. Il est le chef un État en devenir. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent en Normandie.
Pour Charles de Gaulle, c'est le début de la dernière ligne droite, mais aussi une nouvelle source de tension. Les Anglo-Américains, et particulièrement Roosevelt, ont prévu d'administrer la France libérée comme un territoire ennemi, avec une monnaie d'occupation et des administrateurs militaires. De Gaulle refuse catégoriquement ce plan qui nie la souveraineté française et le rôle de la France combattante. Il impose, débarque en France quelques jours après le jour J et installe immédiatement ses commissaires de la République pour restaurer l'autorité de l'État et éviter le chaos ou une prise de pouvoir par les communistes. Sa visite à Bayeux, première ville française libérée, où il est acclamé par la foule, est une démonstration de sa popularité et de sa légitimité aux yeux des Français, un plébiscite qui désavoue les plans américains. La libération de Paris en août 1944 est l'apothéose de son épopée. Alors que le commandement allié, pour des raisons stratégiques, prévoit de contourner la capitale, De Gaulle insiste pour que la 2e division blindée du général Leclerc marche sur Paris, pour que la libération de la ville soit avant tout une affaire française. Le 25 août, il entre dans la capitale. Le lendemain, il descend triomphalement l'avenue des Champs-Élysées, acclamé par une marée humaine. Cette image, celle du général impassible au milieu d'un peuple qui a retrouvé sa liberté, entre instantanément dans la légende. Elle scelle son statut de libérateur et de refondateur de la nation. Il s'installe au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, et non à l'Élysée, et prend la tête du gouvernement provisoire de la République française. La tâche qui l'attend est herculéenne. Le pays est en ruine, économiquement exsangue, politiquement fracturé. Il faut gérer l'épuration, ce processus complexe et parfois sauvage de jugement des collaborateurs, en tentant de la canaliser pour éviter une guerre civile. Il faut désarmer les milices patriotiques issues de la résistance et réaffirmer le monopole de la violence légitime de l'État. Il faut surtout reconstruire. Le gouvernement provisoire, composé de gaullistes, de socialistes, de démocrates chrétiens et de communistes, lance un programme de réforme d'une ampleur considérable, appliquant en grande partie le programme du Conseil national de la résistance. C'est à cette période que sont actées des avancées sociales majeures, l'instauration de la sécurité sociale, les nationalisations de secteurs clés de l'économie comme l'énergie, les banques et les assurances, et la création du commissariat au plan pour piloter la reconstruction. Une mesure symbolique et fondamentale est également prise. Le droit de vote est enfin accordé aux femmes, une révolution silencieuse qui ancre la nouvelle République dans la modernité. Sur le plan extérieur, De Gaulle déploie une énergie considérable pour que la France retrouve son rang de grande puissance. Il obtient qu'elle soit présente à la capitulation de l'Allemagne, qu'elle dispose d'une zone d'occupation en Allemagne et qu'elle devienne membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a réussi son pari. La France, vaincue et humiliée 4 ans plus tôt, est assise à la table des vainqueurs. Cependant, une fois la libération acquise et l'État restauré, la nature du régime politique à venir devient la question centrale. Pour De Gaulle, le chaos de la Troisième République, avec son parlementarisme instable et ses gouvernements éphémères, est, une des causes profondes de la défaite de 1940. Il souhaite des institutions nouvelles, avec un exécutif fort, capable d'assurer la continuité et l'efficacité de l'État. Mais les partis politiques traditionnels, qui renaissent de leurs cendres, aspirent à un retour au modèle parlementaire classique, où l'Assemblée nationale est le cœur du pouvoir. Le conflit est inévitable. Les partis, et notamment les communistes et les socialistes, qui dominent l'Assemblée constituante, rejettent sa conception de l'État.
Il voit dans son projet un risque de pouvoir personnel, un bonapartisme contraire à la tradition républicaine. De Gaulle, fidèle à sa conception du chef qui ne doit pas se compromettre dans les jeux de parti, se sent désavoué. Il estime que sa mission est terminée. Le 20 janvier 1946, à la surprise générale, il annonce sa démission. Il quitte le pouvoir de manière aussi abrupte qu'il y était revenu. Ce départ est un coup de théâtre, un acte politique calculé. En se retirant, il laisse les partis face à leurs responsabilités, convaincus que le système qu'ils vont mettre en place, la 4e République, se révélera impuissant et que la France, un jour, devra de nouveau faire appel à lui. C'est le début de sa première traversée du désert. Après sa démission fracassante en janvier 1946, Charles de Gaulle se retire dans sa propriété de la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises. C'est le début d'une longue période de retrait politique, une traversée du désert qui durera 12 ans. Ce N est cependant ni une retraite, ni un abandon. C'est une posture stratégique, celle du prophète qui se retire sur sa montagne, observant de loin les errements des hommes et attendant que les événements lui donnent raison. De Colombey, il critique avec virulence le régime qui se met en place. Lors d'un discours fondateur à Bayeux en juin 1946, puis à Épinal, il expose en détail sa vision constitutionnelle. Un pouvoir exécutif fort, incarné par un président de la République élu au-dessus des partis et agissant comme un arbitre, garant de la continuité de l'État face à un Parlement dont le rôle serait de voter les lois et de contrôler le gouvernement, mais non de le renverser à tout moment. C'est l'antithèse du projet de la 4e République, qui consacre la toute-puissance de l'Assemblée. Pour lui, ce régime N est qu'une restauration de la 3e, avec les mêmes défauts qui ont conduit au désastre. Il est convaincu de son inéluctable faillite. Ne se contentant pas de la critique, il tente de revenir dans le jeu politique par des voies plus classiques. En 1947, il lance un grand mouvement politique, le Rassemblement du peuple français, RPF. Ce N n'est pas un parti, insiste-t-il, mais un rassemblement au-dessus des clivages traditionnels, destiné à promouvoir sa réforme de l'État. Le succès est d'abord foudroyant. Le RPF attire des centaines de milliers d'adhérents et remporte des victoires électorales spectaculaires, notamment aux élections municipales. Il devient la première force politique du pays, mais cet élan se heurte rapidement au système des partis de la 4e République que les autres formations politiques, de la gauche au modéré, allient pour contenir. Le mode de scrutin est modifié pour limiter la représentation gaulliste à l'Assemblée. Le RPF est puissant mais isolé, incapable de transformer son poids électoral en influence politique réelle. De Gaulle refuse toute compromission, toute alliance qui dénaturerait son projet. Cette intransigeance, qui est sa marque de fabrique, se retourne contre lui. Le mouvement essouffle, ses élus sont tentés par les manœuvres parlementaires et le RPF se délite progressivement. En 1953, constatant son échec, De Gaulle le met en sommeil et se retire de nouveau, cette fois plus profondément. La traversée du désert devient plus aride. Il se consacre alors à un projet monumental, la rédaction de ses mémoires de guerre. C'est une œuvre littéraire et politique majeure. En 3 tomes, Elle appelle, Elle unité, Le salut, il raconte son épopée de 1940 à 1946. Mais il fait bien plus que raconter. Il construit sa propre légende,
se met en scène comme l'incarnation de la France éternelle, celui qui, par la seule force de sa volonté, a maintenu la nation dans le camp de la liberté. Le style est majestueux, la langue D, une pureté classique. C est une œuvre de propagande au sens noble du terme, un récit destiné à façonner la postérité et à justifier ses actions passées et potentiellement futures. Il y théorise sa conception de l'histoire, faite par de grands hommes en des circonstances exceptionnelles. Pendant que la France est secouée par les guerres de décolonisation, dès abord en Indochine, puis en Algérie, De Gaulle reste un observateur silencieux mais attentif. Il reçoit à Colombey, il écoute, il s'informe, mais il se garde de toute intervention publique directe. Il polit son image d'homme providentiel au-dessus des contingences, le seul recours possible lorsque la crise deviendra ingérable. Et la crise vient. La guerre d'Algérie, enlise, empoisonne la vie politique française et révèle l'impuissance de la 4e République. Les gouvernements tombent les uns après les autres. L'État semble incapable de prendre des décisions et de les imposer à une armée de plus en plus autonome en Algérie. Le régime est au bord de l'implosion. C'est ce que De Gaulle attendait. Sa prophétie est en train de se réaliser. Le système qu'il avait condamné dès sa naissance est en train de mourir de ses propres faiblesses, et les regards commencent à se tourner de nouveau vers l'ermite de Colombey. Au printemps 1958, la France est au bord de la guerre civile. La guerre d'Algérie, qui dure depuis 4 ans, a atteint un point de non-retour. À Alger, une partie de l'armée et de la population européenne, convaincue que le gouvernement de Paris apprête à brader l'Algérie française, se soulève. Le 13 mai, un comité de salut public est formé, prenant le pouvoir à Alger et défiant l'autorité de la République. Des généraux factieux menacent de lancer une opération aéroportée sur Paris. La 4e République, paralysée par son instabilité chronique, est incapable de faire face à l'insurrection. Le spectre un coup d'État militaire plane sur le pays. C'est dans ce contexte de chaos et de peur que le nom de Charles de Gaulle refait surface. Pour les insurgés d'Alger, il est le seul capable de maintenir l'Algérie française. Pour une partie de la classe politique à Paris, terrorisée par la perspective d'une dictature militaire, il apparaît comme le dernier recours, le seul homme doté d'une autorité suffisante pour imposer une solution et sauver la République. De Gaulle, depuis Colombey, a observé la montée des périls. Il a laissé faire, entretenant l'ambiguïté sur ses intentions, recevant des émissaires des 2 camps. Le 15 mai, il se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. La phrase est habile. Il ne brigue rien, il se rend disponible. Commence alors une partie de poker politique une extraordinaire complexité. De Gaulle refuse de céder à la sédition militaire, mais il laisse appui sur la menace qu'elle représente pour faire pression sur le pouvoir légal. Il veut revenir au pouvoir, mais légalement, sans apparaître comme le fruit d'un coup d'État. Il se présente comme un arbitre, un sauveur, alors même que ses partisans sont très actifs dans les coulisses de la crise d'Alger. La situation est explosive. Une grande partie de la gauche et des républicains dénoncent son retour comme une menace pour la démocratie, un nouveau 18 Brumaire. Des manifestations sont organisées. On crie « Le fascisme ne passera pas ». Pour eux, De Gaulle utilise le chantage des généraux pour enterrer la République parlementaire. La controverse est intense. Est-il le pyromane qui a attisé le feu pour ensuite se présenter en pompier,
ou est-il réellement le seul rempart contre le chaos? Le président de la République, René Coty, et les présidents des assemblées finissent par se convaincre qu'il est le moindre mal. Après d'intenses tractations, De Gaulle accepte de former un gouvernement, mais il pose ses conditions, qui sont draconiennes. Il exige les pleins pouvoirs pour 6 mois afin de régler la crise algérienne, et surtout le droit d'élaborer et de soumettre à référendum une nouvelle constitution. Le 1er juin 1958, il se présente devant l'Assemblée nationale. Dans un discours bref et presque hautain, il demande l'investiture. Malgré les oppositions farouches des hommes comme Pierre Mendès France ou François Mitterrand, qui l'accusent de porter un coup fatal à la République, une majorité de élus, résignés et effrayés, la lui accorde. Charles de Gaulle est le dernier président du Conseil de la 4e République, chargé de la liquider. Il a réussi son pari. 12 ans après son départ, il est de retour au sommet de l'État, porté par une crise qu'il n'a pas créée, mais dont il a su exploiter toutes les potentialités avec un sens tactique magistral. Il a su jouer sur tous les tableaux, rassurer les uns, utiliser la peur des autres et se placer au centre du jeu comme unique solution. Le condottière, le chef de guerre, a mené sa dernière et plus subtile bataille, la conquête du pouvoir par la persuasion et la menace, en se drapant dans les habits de la légalité républicaine. Investi des pleins pouvoirs, Charles de Gaulle attelle immédiatement à ses 2 chantiers prioritaires, la rédaction d'une nouvelle constitution et le règlement de la crise algérienne. Pour le premier, il s'entoure d'une équipe de juristes et de hommes politiques, menée par Michel Debré. Le texte de la Ve République est rédigé durant l'été 1958. Il est la traduction juridique de la pensée politique de De Gaulle, celle qu'il avait exposée dès son discours de Bayeux. La nouvelle constitution instaure un régime semi-présidentiel, rompant radicalement avec la tradition parlementaire française. Le président de la République est plus un personnage effacé. Il devient la clé de voûte des institutions. Élu initialement par un collège élargi de notables, il est arbitre, le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il nomme le Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée nationale et, en cas de crise grave, dispose de pouvoirs exceptionnels grâce à l'article 16. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, détermine et conduit la politique de la nation, mais il procède du président. Le Parlement voit ses pouvoirs rationalisés, c'est-à-dire encadrés et limités, pour mettre fin à l'instabilité ministérielle chronique. Soumise à référendum en septembre 1958, la Constitution est approuvée par une majorité écrasante de près de 80% des votants. La Ve République est née et en décembre, Charles de Gaulle en devient logiquement le premier président. Le second dossier, Algérie, est infiniment plus complexe et douloureux. À son retour, il a lancé au pied noir d'Alger son fameux « Je vous ai compris », une phrase délibérément ambiguë qui a rassuré ceux qui voulaient maintenir l'Algérie française sans pour autant l'engager. En réalité, De Gaulle a compris depuis longtemps que l'Algérie indépendante est inéluctable. L'époque des empires est révolue et la France a ni les moyens ni la volonté de mener une guerre de reconquête à perpétuité. Mais il sait que l'opinion et surtout l'armée ne sont pas prêtes. Il va donc procéder par étapes, avec une prudence de Sioux, préparant les esprits à inéluctable.
C est un chef d'œuvre de manœuvres politiques, mais aussi une source de terribles déchirements. Il parle d'abord de la paix des braves, puis, en 1959, il prononce le mot tabou, autodétermination. Il propose aux Algériens de choisir leur destin. Cette évolution est vécue comme une trahison insupportable par une partie de l'armée et des Français d'Algérie, qui elle avait emporté au pouvoir précisément pour éviter ce scénario. La rupture est violente. Elle conduit à une nouvelle insurrection, la semaine des barricades à Alger, en janvier 1960, puis à un putsch de 4 généraux en avril 1961. De Gaulle, revêtu de son uniforme, apparaît à la télévision et, d'une voix ferme, appelle les soldats du contingent à désobéir aux généraux rebelles. Son autorité est telle que le putsch effondre en quelques jours. La dernière et plus terrible conséquence de cette politique est la création de l'Organisation de l'Armée secrète, OAS, un groupe terroriste clandestin qui multiplie les attentats en monde entier. Algérie et en métropole pour faire échouer le processus des indépendances. De Gaulle devient leur cible principale. Il échappe à plusieurs attentats, dont le plus célèbre est celui du Petit Clamart en août 1962, où sa voiture est criblée de balles. Sa survie, son sang-froid et son courage physique face au danger renforcent encore son image de homme providentiel. Finalement, après de longues et difficiles négociations, les accords d'Évian sont signés en mars 1962, consacrant l'indépendance de l'Algérie. C'est la fin d'une guerre qui a déchiré la France, mais le début du drame du rapatriement de près d'1 million de pièces noires et du massacre de dizaines de milliers de harkis, ces supplétifs algériens de l'armée française abandonnés à leur sort. Pour De Gaulle, la page est tournée. Libéré du fardeau algérien, il peut se consacrer à son grand dessein. Restaurer la grandeur de la France sur la scène internationale. Il dote le pays de l'arme nucléaire, la force de frappe, pour garantir son indépendance stratégique vis-à-vis des deux blocs, américains et soviétiques. Il considère que la souveraineté nationale n'est pas négociable. C'est la pierre angulaire de sa politique étrangère. Une fois la guerre d'Algérie terminée, Charles de Gaulle déploie sa politique de grandeur. Son objectif est de redonner à la France un rôle de premier plan, indépendant des deux superpuissances de la guerre froide. Cette politique d'indépendance nationale se manifeste par une série de décisions spectaculaires et souvent provocatrices. Il conteste l'hégémonie du dollar, prône un détachement vis-à-vis de l'allié américain qu'il juge trop dominant et développe la force de dissuasion nucléaire française, symbole ultime de la souveraineté. En 1966, il prend une décision fracassante. Il retire la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. La France reste membre de l'Alliance Atlantique, mais elle ne place plus ses troupes sous commandement américain en temps de paix. C'est un coup de tonnerre diplomatique qui irrite profondément Washington, mais qui assoit la position singulière de la France. Il opère également un rapprochement avec l'Est, reconnaissant la Chine communiste dès 1964 et prônant une Europe de l'Atlantique à l'Oural, anticipant la fin de la division du continent. Il oppose fermement à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, y voyant le cheval de Troie des États-Unis. Ces conférences de presse deviennent des rituels médiatiques où le monarque républicain expose sa vision du monde avec une hauteur de vue
et un style incomparable. Ses voyages à elle étrangers sont des mises en scène de la grandeur retrouvée de la France, comme son périple triomphal en Amérique du Sud ou son discours à Montréal en 1967, où il lance son fameux et controversé « Vive le Québec libre », provoquant une crise diplomatique avec le Canada. Sur le plan institutionnel, il parachève son œuvre en 1962. Profitant de l'émotion suscitée par l'attentat du Petit Clamart, il propose, par référendum, de modifier la Constitution pour que le président de la République soit désormais élu au suffrage universel direct. C est une rupture fondamentale avec la tradition républicaine française. Ses opposants dénoncent une dérive plébiscitaire et un coup d'État permanent. Malgré l'hostilité de la quasi-totalité de la classe politique, les Français approuvent massivement la réforme. En 1965, il est le premier président élu au suffrage universel, mais il est mis en ballottage par François Mitterrand, un signe que son pouvoir-haine est plus aussi incontesté. La France des années 60 se transforme à une vitesse prodigieuse. C'est la fin des 30 Glorieuses, une période de croissance économique sans précédent, de modernisation, d'urbanisation et de accès à la société de consommation. Mais cette France prospère et modernisée est aussi une société qui s'ennuie, bridée par un pouvoir jugé vieillissant, paternaliste et autoritaire. De Gaulle, homme du passé, semble déconnecté des aspirations une jeunesse nombreuse, née après la guerre, qui rêve d'émancipation, de liberté sexuelle et de nouvelles formes de culture. La fêlure apparaît en mai 1968. Tout commence par une révolte étudiante dans les universités, critiquant la société de consommation, l'autorité et la guerre du Vietnam. Le mouvement d'abord sous-estimé par le pouvoir, étend comme une traînée de poudre. La répression policière maladroite met le feu aux poudres. La révolte étudiante se mue en une crise sociale majeure lorsque les syndicats lancent un appel à la grève générale. En quelques jours, le pays est paralysé par des millions de grévistes. C'est la plus grande grève de l'histoire de France. Le pouvoir gaulliste semble totalement dépassé, comme flottant dans le vide. Le général paraît vieilli, ne comprenant pas la nature de cette chien-lit. Pendant quelques jours, le pouvoir vacille. Le 29 mai, De Gaulle disparaît pendant plusieurs heures. La panique gagne le camp gaulliste. On apprendra plus tard qu'il est rendu à Baden-Baden, en Allemagne, pour assurer du soutien de l'armée auprès du général Massu. Cet épisode reste, un des plus mystérieux de sa présidence. Remobilisé, il rentre à Paris et reprend la main de manière spectaculaire. Le 30 mai, il annonce à la radio la dissolution de l'Assemblée nationale et appelle ses partisans à manifester. Une immense contre-manifestation de soutien déferle sur les Champs-Élysées. Aux élections législatives qui suivent, la peur du chaos et du vide politique provoque un raz-de-marée en faveur du parti gaulliste. La crise est terminée, De Gaulle a gagné sur le plan politique, mais sur le fond, quelque chose est cassé. Il a sauvé son régime, mais son autorité a été profondément ébranlée. Il a semblé un instant anachronique, un homme d'un autre siècle face à une France qui avait changé sans qu'il en aperçoive. Sorti vainqueur des élections de juin 1968, Charles de Gaulle a rétabli l'ordre, mais il n'est plus tout à fait le même. La crise de mai, a touché. Il a compris qu'une page était tournée et que le pays aspirait à des changements profonds qu'il était peut-être plus en mesure d'incarner.
Il lance alors un dernier grand projet de réforme, celui de la participation. Une vieille idée qui lui est chère, visant à associer les salariés aux décisions et aux résultats des entreprises. Une troisième voie entre le capitalisme et le communisme. Mais ce projet est mal compris, combattu à la fois par le patronat, qui y voit une menace pour son autorité, et par les syndicats, qui le jugent insuffisant. Conscient que son autorité a besoin d'être relégitimée par un lien direct avec le peuple, il décide de jouer son va-tout sur un référendum. Le projet soumis au vote, en avril 1969, est technique et complexe. Il porte sur la création de régions dotées de certains pouvoirs et sur une fusion du Sénat avec le Conseil économique et social. Mais personne N est dupe. L, enjeu N, et pas le texte. C est de Gaulle lui-même. Il personnalise le scrutin à L extrême, annonçant que si le non L emporte, il quittera immédiatement ses fonctions. C est un pari risqué. Toutes les oppositions, de la gauche au centriste de Valéry Giscard d'Estaing, qui fait partie de sa majorité mais choisit de ne pas soutenir le projet, s'unissent contre lui. Le référendum se transforme en un plébiscite pour ou contre la personne du général. Le 27 avril 1969, le non-L emporte avec près de 53% des voix. La défaite est nette. Fidèle à sa parole et à sa conception de la légitimité, De Gaulle ne tarde pas à réagir. Dans la nuit, un communiqué laconique tombe de l'Élysée. Je cesse de exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Il n'y a pas de discours, pas d'adieu, juste un constat, sec et définitif. Comme en 1946, il quitte le pouvoir sans amertume apparente, considérant que le pacte de confiance qui le liait au peuple français est rompu. Il se retire définitivement à Colombey-les-Deux-Églises pour sa dernière traversée du désert. Il redevient un simple citoyen, refusant toute pension d'ancien président. Il se consacre à l'écriture de ses mémoires d'espoir, qui devaient raconter son action depuis son retour au pouvoir, mais qui resteront inachevées. Il observe de loin la vie politique, reçoit quelques visiteurs, mais interdit toute intervention publique. Il voyage en Irlande, en Espagne, loin du tumulte parisien. Il prépare sa mort avec le même souci du détail et de la mise en scène que son existence. Il a laissé des instructions très précises. Pas de obsèques nationales, pas de chef d'État, pas de politiciens. Juste sa famille, ses compagnons de la Libération et les habitants de son village. Il souhaite être enterré à Colombey, aux côtés de sa fille Anne, décédée jeune et porteuse d'un handicap, pour qui il avait une affection infinie. Le 9 novembre 1970, alors qu'il fait une réussite devant sa table de jeu, il est foudroyé par une rupture d'anévrisme. Il meurt dans la soirée. Le lendemain, la France apprend la nouvelle. Le choc est immense. Ses funérailles se déroulent comme elle avait voulu, dans la plus grande simplicité, à Colombey. Tandis qu'à Paris, un hommage solennel lui est rendu à Notre-Dame en présence de dignitaires du monde entier. Sa mort laisse un héritage immense et complexe. Dès un côté, les institutions de la Ve République, qui ont apporté à la France une stabilité politique inédite et qui perdurent encore aujourd'hui. Une politique étrangère fondée sur l'indépendance nationale et la dissuasion nucléaire, qui a profondément marqué la diplomatie française. De autre, le mythe gaullien, une certaine idée de la France. Idée qu'en période de crise, un homme exceptionnel peut incarner le destin d'une nation
et l'a hissée au-dessus d'elle elle-même. Cet héritage sera revendiqué par la quasi-totalité de la classe politique, de la gauche à la droite, chacun cherchant à s'approprier une part de la légende. Sauveur de la France ou mythe construit sur mesure? La question demeure. Charles de Gaulle fut sans doute les deux. Un homme qui a su, par une volonté hors du commun et un sens de l'histoire exceptionnelle, s'identifier à la nation dans ses heures les plus sombres, mais aussi un politicien redoutable qui a construit sa propre statue de son vivant, façonnant son image pour la postérité. De officier rebelle de Londres au monarque républicain contesté, Charles de Gaulle aura incarné pendant 30 ans les fractures, les drames et la volonté de puissance de la France. Sa vie se confond avec un certain roman national, laissant un héritage institutionnel solide et un mythe politique toujours incandescent. Quelle histoire souhaitez-vous voir ensuite? Si ce documentaire vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce bleu, à le commenter pour partager votre avis, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques et à le partager autour de vous.